Nous sommes le 24 novembre 2014. Un matin tranquille chez Sony Pictures Entertainment à Los Angeles. Les employés s'installent avec leur café, prêts pour une journée de travail normale. Quand soudainement leurs écrans d'ordinateur vacillent. Une figure squelettique rouge sur un fond noir avec les mots « piraté par NGOP » apparaît sur chaque écran. Un message glaçant l'accompagne. Nous vous avons déjà prévenu et ce n'est que le début. Nous avons obtenu toutes vos données internes. Si vous ne nous obéissez pas, nous les publierons dans le monde entier. En quelques minutes, la panique éclate. Les téléphones sonnent sans arrêt au département informatique, alors que les fichiers deviennent inaccessibles et les ordinateurs s'éteignent. Une cadre de Sony reste figée devant son écran, regardant la page d'accueil menaçante avec un crâne. Sa boîte de réception ne s'ouvre pas. Des fichiers confidentiels ont disparu. Un employé effrayé crie « Je ne peux pas me connecter, tout a disparu ». Ce n'est pas le scénario d'un film, c'est une véritable cyberattaque. Sony Pictures est en état de siège. Au cours des prochaines heures, les techniciens découvrent qu'environ 3/4 des serveurs et ordinateurs de l'entreprise ont été détruits ou rendus inopérants. Les systèmes de paie, les emails, courriers, dossiers financiers, tout effacé ou verrouillé par cryptage. Les auteurs se nomment les gardiens de la paix, mais les enquêteurs traceront bientôt l'attaque vers une source inattendue. Le piratage de Sony est l'un des cyberattaques d'entreprises les plus dévastateurs de l'histoire. Son impact se fait sentir bien au-delà de Hollywood. Les hackers divulguent des milliers de fichiers sensibles, allant de films inédits à des courriels privés, et menacent même de violences contre les cinémas à moins que Sony n'annule l'Interview, une comédie se moquant du dirigeant de la Corée du Nord. Sous pression, Sony retire le film des principales salles, un précédent alarmant de cyberterrorisme freinant la liberté d'expression. En quelques semaines, les responsables du renseignement américain accusent publiquement la Corée du Nord d'avoir orchestré l'attaque. C'est un moment sans précédent, une cyberattaque provoquant une confrontation mondiale. Mais pour ceux qui observent la Corée du Nord, ce n'est pas une surprise totale. L'armée cybernétique secrète du royaume ermite, souvent appelée par des noms comme le groupe Lazarus ou APT-38, était active bien avant l'effondrement des serveurs de Sony. Opérant dans l'ombre, cette unité d'élite a infiltré des banques, volé des centaines de millions de dollars et semé le chaos dans le monde entier. Leurs missions vont de l'espionnage aux crimes financiers en passant par le sabotage numérique. La Corée du Nord, nation isolée et appauvrie, est discrètement devenue une puissance cybernétique surprenante. Comment cela s'est-il passé ? Il y a plusieurs décennies, malgré des pannes d'électricité chroniques et un accès limité à Internet pour ses citoyens, la Corée du Nord a commencé à investir des ressources dans la cyberguerre. À la fin des années 1990, le bras du renseignement militaire de Pyongyang, le Bureau général de reconnaissance, a créé des unités de piratage dédiées. L'une d'elles, connue sous le nom de Bureau 121, est devenue le foyer des experts en informatique les plus talentueux du pays. Ces hackers ne sont pas des activistes clandestins. Ce sont des officiers triés sur le volet, hautement formés, qui jouissent d'un statut spécial dans la société nord-coréenne. Identifiés comme adolescents pour leur aptitude, ils fréquentent des écoles d'élite comme l'université d'automatisation à Pyongyang, passant 5 ans à apprendre à infiltrer des systèmes informatiques. Ceux qui excellent rejoignent le bureau 121 et deviennent une élite choyée. Dans un pays où beaucoup luttent, ces cyberguerriers et leurs familles reçoivent des appartements luxueux, des primes en espèces et des éloges du régime. Pour les dirigeants de la Corée du Nord, la cyberguerre est l'arme parfaite. Comme l'a dit un transfuge, l'arme la plus puissante est la cyber. En Corée du Nord, on l'appelle la guerre secrète. Avec une petite équipe de hackers de génie, Pyongyang peut frapper les nations riches dans le cyberespace sans tirer un coup de feu. Au milieu des années 2000, le régime envoyait beaucoup de ses agents à l'étranger pour élargir leur portée. Les rapports d'intelligence indiquent que des équipes de hackers nord-coréens se sont discrètement installées dans des endroits comme la Chine, opérant depuis des villes telles que Shenyang sous des couvertures anodines. Travailler à l'étranger leur a donné un meilleur accès à Internet et une couche de déniabilité. D'ici 2009, cette armée cybernétique a commencé à se faire sentir. Le gouvernement sud-coréen et les réseaux médiatiques ont été frappés par des vagues d'attaques. Des sites web ont été défigurés, des données effacées, des pannes à l'échelle de la ville. Une des premières opérations, nom de code Opération Troy 2009 à 2012, a déployé un logiciel malveillant pour espionner les réseaux militaires sud-coréens. Les chercheurs en sécurité ont commencé à remarquer un schéma. Un seul acteur était derrière une série de piratages et de cybervols de haut niveau, et ils lui ont donné un nom, Groupe Lazarus. Ce groupe maintenant s'allie Sambosarum, maintenant considéré comme une couverture pour les opérations de piratage de la Corée du Nord, est devenu notoire après une audacieuse escalade en 2013. Cette année-là, un jour sombre de mars,
les réseaux de plusieurs banques sud-coréennes et de diffuseurs de télévision se sont soudainement effondrés. Les distributeurs automatiques de billets se sont figés. Les émissions de nouvelles ont été réduites au silence. Cette attaque, plus tard appelée Dark Soul, a mis hors service des dizaines de milliers d'ordinateurs. Les responsables sud-coréens ont retracé la violation jusqu'aux unités de cyberdéfense du Nord, signalant que Pyongyang pourrait perturber une économie moderne à volonté. Puis est arrivé novembre 2014 et le piratage de Sony Pictures qui a propulsé le groupe Lazarus sur la scène mondiale. Cette opération était un mélange d'espionnage et d'intimidation. Les hackers n'ont pas seulement volé des données, ils ont essayé de faire du chantage à un grand studio hollywoodien pour arrêter la sortie d'un film. C'était une démonstration stupéfiante de la puissance du cyber utilisé à des fins politiques. Le piratage comme une forme d'extorsion parrainée par l'État. L'audace de l'attaque de Sony a surpris les gouvernements et les experts en sécurité du monde entier. Il est devenu clair que les pirates informatiques de la Corée du Nord n'étaient pas seulement des voleurs ou des espions. Ils étaient prêts à infliger des dommages massifs pour faire avancer l'agenda de Pyongyang. Dans les suites, les agences occidentales se sont précipitées pour réagir. De nouvelles sanctions ont été imposées aux entités nord-coréennes et le FBI a lancé une enquête exhaustive. Les analystes ont examiné des lignes de code malveillants et des journaux de serveurs. Ils ont même noté que le logiciel malveillant avait des similitudes avec des attaques nord-coréennes antérieures. En quelques semaines, les États-Unis ont officiellement accusé Pyongyang, le FBI citant des preuves telles que des outils de piratage et des adresses IP liées à la Corée du Nord. Même alors que Sony ramassait les morceaux, les hackers de Lazarus se tournaient déjà vers leur prochaine ambition. Une ambition non pas motivée par la vengeance politique, mais par l'appât du gain. Février 2016. À Dhaka, au Bangladesh, le siège de la Banque du Bangladesh, la banque centrale du pays, est calme un vendredi soir. La plupart des employés sont rentrés chez eux pour le week-end, mais au cœur du réseau de la banque, invisible et indétectable, des intrus s'activent. Depuis des semaines, des hackers se cachent dans les systèmes informatiques de la banque, espionnant et se préparant. Maintenant, ils lancent leur plan final. À la réserve fédérale de New York, où la Banque du Bangladesh détient un compte, une série de demandes de paiement urgentes arrivent via le réseau sécurisé SWIFT. Ces messages, portant des codes valides de la Banque du Bangladesh, ordonnent à la Fed d'envoyer près d'1 milliard de dollars des réserves du Bangladesh vers des comptes aux Philippines, au Sri Lanka et au-delà. Si cela est exécuté, ce sera l'un des plus grands vols bancaires de l'histoire, et tout se passe par ruse numérique. De retour à Dhaka, une imprimante solitaire, utilisée pour enregistrer automatiquement les transactions SWIFT, cesse soudainement de fonctionner. Le personnel de la banque ne découvrira que lundi que la panne de l'imprimante n'était pas un accident, mais une ruse de hacker pour retarder l'alarme. Au moment où quelqu'un s'en apercevra, des millions auront été détournés. Durant le week-end, le plan du hacker se déroule. Des dizaines de transferts frauduleux passent à travers. Seul un peu de chance et une vérification de dernière minute empêchent un désastre total. Une demande de transfert soulève des soupçons à cause d'une simple faute de frappe, arrêtant un transfert de 20 millions de dollars, et quelques autres transactions frauduleuses sont bloquées. Pourtant, au moment où le stratagème est découvert, 81 millions ont disparu du compte du Bangladesh volé avec succès. L'argent se retrouve dans des casinos et des comptes aux Philippines, puis disparaît. Une énorme somme provenant d'un des pays les plus pauvres du monde a disparu. L'enquête qui suit se lit comme une enquête mondiale. Les fonctionnaires du Bangladesh et des États-Unis collaborent et trouvent bientôt des empreintes digitales du groupe Lazarus dans le code et les techniques utilisées. L'audace et l'ampleur du piratage indiquent une opération parrainée par l'État, un vol de banque commis par un gouvernement. Des analystes légistes lient plus tard le crime aux hackers de la Corée du Nord, faisant de ce vol informatique l'un des plus audacieux jamais attribués à un État-nation. Ce braquage de la Banque du Bangladesh indique un changement stratégique. La Corée du Nord avait découvert que le piratage pouvait directement financer son régime. Après tout, voler 81 millions de dollars est mieux que d'imprimer de faux billets ou de faire des trafics d'armes illicites. Le succès au Bangladesh a enhardi Pyongyang. Au cours des prochaines années, des unités de cybercriminalité liées à la Corée du Nord, souvent appelées APT-38 en matière de piratage financier, ont ciblé des banques au Vietnam, à Taïwan, en Inde, au Mexique et ailleurs. Ils ont exploité la connectivité du système bancaire mondial pour voler des dizaines de millions à la fois. Chaque tentative a montré la finesse croissante de ces pirates dans la navigation des systèmes financiers. Comment les hackers nord-coréens réalisent-ils ces exploits ? Leurs opérations suivent un certain plan, un mélange d'ingénierie sociale astucieuse et de codage sophistiqué. Ça commence souvent par un email trompeur. Un banquier ou un employé d'une organisation ciblée pourrait recevoir ce qui semble être un message routinier, peut-être une demande d'emploi, une facture ou une mise à jour de sécurité urgente. À l'intérieur se cache un lien ou une pièce jointe malveillante.
Un clic imprudent et les hackers prennent discrètement pied. Cette tactique, appelée spear phishing, est leur porte d'entrée préférée. Une fois à l'intérieur d'un réseau, les intrus se déplacent furtivement. Ils pourraient passer des jours ou des semaines à cartographier le système, à augmenter leurs privilèges et à trouver les clés sensibles du royaume. Dans une banque, cela pourrait être les serveurs gérant les transferts d'argent. Dans un studio de cinéma, ce sont les serveurs de fichiers avec les emails et les coupes de films. Les pirates informatiques installent des logiciels malveillants personnalisés, essentiellement des programmes espions, pour communiquer avec leurs contrôleurs et même détruire des données si nécessaire. Dans d'autres cas, ils utilisent des portes dérobées, cachées pour s'assurer qu'ils peuvent revenir même si une partie de leur logiciel malveillant est découverte et supprimée. En ce qui concerne l'exfiltration, le vol de données ou d'argent, ils couvrent leurs traces méticuleusement. Les fichiers volés sont cryptés et envoyés par petits morceaux à des serveurs externes pour qu'ils ne soient pas remarqués. L'argent volé, en particulier les crypto-monnaies, est blanchi à travers un labyrinthe de comptes. Par exemple, après avoir piraté une plateforme d'échange de crypto-monnaies, les pirates pourraient diviser le butin en milliers de petites transactions, les faisant passer par différents portefeuilles numériques et mixeurs, des services qui obscurcissent l'origine des fonds. À la fin, il devient extrêmement difficile pour les enquêteurs de tracer les fonds comme étant nord-coréens. En gros, ils blanchissent l'argent à travers le cyberespace, puis le convertissent en espèces ou en biens pour le régime. Chaque attaque est comme une mission secrète, et comme tout bon espion, les hackers communiquent via des canaux cryptés et routent leurs connexions à travers plusieurs pays pour dissimuler leur origine. Ils opèrent principalement depuis la Corée du Nord et certaines bases en Chine. Mais ils feront rebondir leur trafic internet à travers des serveurs piratés sur d'autres continents. Ainsi, une banque au Bangladesh pourrait penser que le voleur est au Vietnam ou en Europe. En Europe, jusqu'à ce que la piste soit minutieusement retracée jusqu'à Pyongyang. Malgré tous leurs efforts pour masquer leur identité, les exploits du groupe ont développé une signature. Les analystes en cybersécurité notent des similitudes dans le code malveillant et des particularités dans la manière dont ils nomment les fichiers. Au fil du temps, ces indices ont permis aux experts d'attribuer de nombreux incidents cybernétiques, apparemment sans rapport aux mêmes acteurs nord-coréens. Les conséquences réelles des campagnes cybernétiques de la Corée du Nord ont été profondes. Dans le piratage de Sony, une entreprise a été financièrement endommagée, avec des pertes de dizaines de millions et un impact négatif sur la créativité. Tout un secteur s'est réveillé face à la réalité que le mécontentement d'un dictateur pouvait devenir une épée numérique suspendue au-dessus de la liberté d'expression. Les braquages de banques ont déclenché des alarmes dans le monde de la finance. Les banques du monde entier se sont précipitées pour renforcer leur sécurité et examiner comment une banque centrale nationale pouvait être si vulnérable. Le gouverneur de la Banque du Bangladesh a démissionné à la suite du scandale. L'incident a forcé des changements dans la manière dont les banques gèrent les transferts SWIFT et a incité une plus grande coopération internationale pour sécuriser les réseaux financiers. L'attaque de ransomware WannaCry en 2017 a porté les choses à un autre niveau. En mai de cette année-là, des ordinateurs dans plus de 150 pays ont été soudainement verrouillés par un logiciel malveillant affichant un message « Oups, vos fichiers ont été chiffrés ». Les hôpitaux au Royaume-Uni, les compagnies maritimes, les systèmes ferroviaires, les universités, le vers s'est propagé de manière indiscriminée, infectant plus de 300 000 machines. Il a finalement été lié à la Corée du Nord, ce qui en fait effectivement une arme cybernétique imprudente qui a paralysé des systèmes hospitaliers et des entreprises à l'échelle mondiale. WannaCry a causé d'énormes dommages financiers et a révélé à quel point l'infrastructure critique était vulnérable. Des vies ont même été mises en danger lorsque des interventions chirurgicales ont dû être annulées en raison de la panne des ordinateurs de l'hôpital. Ensuite, il y a les vols de crypto-monnaies qui ont discrètement transféré des montants énormes d'argent vers Pyongyang. Dans un cas, plus de 500 millions de dollars ont disparu d'une bourse de crypto-monnaies japonaise du jour au lendemain. Dans un autre cas, environ 600 millions de dollars ont été volés dans un réseau de crypto-monnaies de jeux en ligne. Ces cambriolages, souvent éclipsés par des nouvelles géopolitiques plus importantes, ont un impact réel. Les experts estiment qu'une partie importante du financement du programme de missiles de la Corée du Nord provient désormais de la crypto-monnaie volée. En d'autres termes, lorsque des hackers nord-coréens volent des monnaies numériques, ils pourraient financer le prochain missile balistique du pays. Toutes ces actions ont déclenché une sorte de chasse à l'homme mondial. Les agences de cybersécurité, les forces de l'ordre et les entreprises privées collaborent comme jamais auparavant pour arrêter ces piratages et tenir les auteurs responsables. Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé des pirates nord-coréens, nommant publiquement des membres du groupe Lazarus dans le but de les tenir responsables. Les gouvernements ont imposé des sanctions contre des entités et des individus liés au groupe Lazarus, essayant de geler leurs actifs ou capacités de voyage en dehors de la Corée du Nord. Les plateformes d'échange de crypto-monnaies et les banques ont été incitées à renforcer la surveillance afin que les fonds volés puissent être repérés ou saisis. Les membres principaux de cette unité de hackers restent toujours hors de portée derrière les frontières de la Corée du Nord.
Les inculpations et les sanctions, bien qu'elles envoient un message, n'ont pas arrêté les attaques. Si quelque chose, les hackers de Pyongyang sont devenus plus audacieux, probablement parce que les opérations cybernétiques sont devenues un moyen de subsistance pour les finances du régime et un outil clé de sa politique. Alors que nous envisageons l'avenir, l'armée de hackers de la Corée du Nord nous oblige à affronter une vérité troublante. La nature de la guerre et du crime a changé. Un pays qui a du mal à garder ses lumières allumées peut plonger quelqu'un d'autre dans le noir. Une nation avec une petite économie peut voler des millions aux plus grandes banques du monde. Et un régime qui pourrait ne pas gagner une bataille conventionnelle peut néanmoins semer le chaos à travers le monde, le tout via Internet. Cette réalité n'échappe pas aux autres nations. Aujourd'hui, des dizaines de pays possèdent des unités cybernétiques, et les rivalités mondiales s'étendent au domaine numérique. Ce que la Corée du Nord a fait est un exemple frappant d'une tendance plus large. La cyberguerre est le nouvel égalisateur, permettant aux petits acteurs de frapper bien au-dessus de leur poids. La perspective d'une course aux armements cybernétiques soulève des questions difficiles. Comment se défendre contre des attaques qui peuvent survenir à la vitesse de la lumière sans avertissement de la part d'auteurs invisibles? Qu'est-ce qui constitue un acte de guerre dans le cyberespace? Est-ce voler de l'argent? Voler des secrets? Couper un réseau électrique? Il n'y a pas encore de règles claires. À Pyongyang, les opérations cybernétiques sont célébrées en interne. Les hackers sont des héros pour le régime. Imaginez un jeune programmeur dans une pièce sans fenêtre, écrivant du code qui va semer le chaos dans des endroits éloignés. Personne à l'extérieur ne connaîtra jamais son nom ni ne verra son visage. Mais ces frappes au clavier peuvent ébranler les nations. C'est une forme de pouvoir qui relevait de la science-fiction il y a seulement quelques décennies. Alors que cette histoire de l'unité de hackers d'élite de la Corée du Nord se termine, nous restons avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Admirez l'ingéniosité et l'audace avec lesquelles ces hackers exécutent leur mission. Le monde est entré dans une nouvelle sorte de guerre froide menée avec du code. Et comme les hackers de Pyongyang l'ont prouvé, vous n'avez pas besoin d'être une superpuissance pour être une super menace dans ce domaine. Les figures ombragées derrière les claviers en Corée du Nord ont déjà changé les règles du jeu. La question qui reste est, sommes-nous prêts pour ce qui vient ensuite ?